Voilà, donc la dernière fois j'avais parlé de domestication, enfin j'avais dit que je voulais en parler, et j'ai enfin trouvé un peu de temps pour développer des idées. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, et j'avais vraiment envie d'en parler. Et je pense que c'est une vidéo importante, ou en tout cas c'est un message important, que c'est quelques idées qu'on a du mal à entendre, qu'on entend peu, et c'est la domestication de l'être humain. Et je pense qu'avec ce concept, on peut expliquer notre histoire et surtout notre futur, c'est-à-dire expliquer ce qui va arriver dans les années à venir, et ce qui nous attend et comment y réagir. Alors, je vais aborder différents thèmes. J'ai voulu appeler cette vidéo Greta Tufo. Bon, je vais parler rapidement de Greta Thunberg et montrer, ça va être un exemple pour montrer pourquoi en fait c'est du bidon, et pourquoi évidemment cette approche est complètement bidon. Et, euh, et je vais aborder quelque chose en marge de la domestication, qui est l'intelligence collective. Je vais expliquer un peu ce concept, et montrer en quoi il permet d'éclairer notre histoire, et ce qui va nous attendre. Alors d'abord, je voudrais féliciter les Anglais pour le Brexit. Bah bravo quoi. Vous êtes moins fait enculer que nous. Pour tous ceux qui sont pas convaincus et qui sont encore pro-européens, moi je voudrais dire que bah, je suis européen dans les faits, puisque je parle le suédois, parle anglais, je parle espagnol, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu aux Pays-Bas, mais j'ai pu constater de mes yeux et par mon expérience cruelle que la Commission européenne, c'était vraiment une saloperie qui a fait souffrir beaucoup de monde. Ce sont des gens qui prennent de l'argent et qui n'ont jamais réglé aucun problème. C'est une véritable, la plupart d'ailleurs parlent très mal les langues étrangères. Ce sont de véritables opportunistes. C'est une espèce de dépotoir pour tous les partis politiques pour envoyer des gens qui ont envie de ne rien faire et de ramasser de palper du blé. Donc c'est une honte absolue, c'est une saloperie. Si on connaît l'histoire de la communauté européenne, c'est quand même quelque chose d'assez sale qui s'est servi de l'escroquerie, du chantage au nazisme et à la guerre pour imposer une institution étatique absolument despotique. Et le plus bel enfant terrible, enfin la plus belle saloperie dont elle a affronté, c'est la PAC, puisque c'est le principal objet de cette commission et de cette union. Et on voit ce qu'a fait la PAC. La PAC est responsable en Europe de l'hécatombe écologique. Donc tous ceux qui sont en train de soutenir le bilan de l'Europe, il faut leur rappeler que l'Europe c'est la PAC, et la PAC c'est la raison pour laquelle en Europe il n'y a plus d'insectes, et pourquoi tout ce lobbying pro-chimique a tout détruit. Et évidemment, c'est la même chose aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est aussi l'État qui soutient par des politiques agricoles, et l'État fédéral. Et dans l'Union européenne est en train de même d'exporter son modèle partout, et c'est une belle saloperie. Et les Anglais sont sortis de cela, et à mon avis, c'est bon parce que ils ont été des contributeurs nets à la politique agricole commune. Et là, ça va être dur, plus dur. Et donc pour nous, c'est une très bonne nouvelle, puisque si il n'y a pas cet argent, vu la spéculation actuelle sur les terres, parce que les gens pensent pouvoir ramasser les primes, enfin c'est une honte absolue, eh bien ça va faire du mal. Et cette honte est dénoncée par tout le monde, tous les gens un peu responsables qui n'ont pas d'intérêt là-dedans, que ce soit les journalistes du Monde comme Stéphane Foucard, mais même il y a eu des reportages un peu partout dans la presse étrangère sur le détournement massif de fonds qui est fait grâce à ce chantage au nazisme, puisque c'est clair que si on ferme nos frontières, ou si on est un peu plus regardant sur ce qu'on en fait, notamment sur la pêche pour l'Angleterre, eh bien on va directement vers Adolf Hitler. Alors bon, je sais pas, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, bravo aux Anglais. Mais venons-en à nos moutons. Alors, j'ai parlé de la domestication de l'être humain. C'est quelque chose qui actuellement, moi j'en avais parlé dans mes vidéos il y a longtemps. Mais c'était, disons que c'est une hypothèse que je trouve séduisante. Pour moi, l'être humain est domestiqué, et même c'est même pas qu'une hypothèse, c'est peut-être une évidence quand même, puisque nous avons vécu dans la civilisation, fait que l'homme, comme les animaux, se domestique, puisqu'il vit dans un contexte de la domus, c'est-à-dire que pour survivre, nous sommes mis à devenir des sédentaires, à construire des cités, à construire des maisons, et nous sommes adaptés, même physiologiquement,
au fait que nous sommes devenus sédentaires et que donc il y a tout un tas d'adaptations physiologiques, culturelles qui font que nous sommes domestiqués. Il y a un livre récemment qui a été écrit, que j'ai lu, d'un prénommé Scott sur Homo domesticus, qui explique justement, et il a une vision un peu anarchiste aussi, même si lui est un scientifique, sur la chose, et il explique en fait c'est ni un gars, enfin ça n'a rien, la civilisation n'est pas quelque chose de bien, il fait plutôt l'éloge des barbares, qui sont ceux qui jusqu'au moment ont résisté, par exemple les Gaulois et les Vikings, qui sont restés à la marge de la civilisation, de son expansion, et qui ont profité pour faire, disons, pour avoir leur propre agenda jusqu'au bout. Et il faut rappeler que par exemple que les Gaulois ont préféré se sacrifier en masse quand ils ont été pris plutôt que de devenir des esclaves. Parce que ce que rappelle Scott, c'est que la civilisation, c'est le règne de l'esclavage. Et qu'aujourd'hui, grâce aux machines, nous ne sommes plus des esclaves de personne, mais nous sommes devenus des esclaves des machines, puisque toute notre monde du travail est aujourd'hui déterminé par le rythme des machines. On travaille en décalé, on travaille, enfin ceux qui bossent, et le reste sont même exclus du marché, enfin de la vie sociale par les machines. Donc ça c'est un autre chose, c'est un autre thème, c'est le thème du ludisme qu'il faudrait développer aussi. Donc ce que dit Scott, c'est que l'homme est domestiqué, et ce qui est intéressant, c'est que il y a eu très récemment un article dans Science, je crois que c'est dans Science, oui c'était ça, c'était un article, en tout cas il y avait une review sur cette découverte. Alors rapidement, pour expliquer ce papier et pour le mettre dans le contexte, mais il y a une preuve que nous sommes physiologiquement des animaux domestiques. Alors j'explique. On a démontré récemment, j'en avais probablement parlé sur les renards d'un chercheur soviétique qui a démontré comment se passait la domestication de façon physiologique, parce qu'il a domestiqué des renards en les sélectionnant sur un critère qu'il pensait être le critère, euh, disons, de domestication absolue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas domestiquer un animal qui est craintif et qui est agressif, parce que quand un animal, la plupart des animaux, par exemple sauvages, gardent une distance vis-à-vis des hommes, et sont en général assez craintifs, et c'est une réaction si on prend d'agressivité liée à la crainte et à la peur de l'homme. Donc un animal qui est agressif, on le voit quand on domestique moi j'élève des lapins, je vois très clairement qu'il y a plusieurs types de lapins. Là, il y a des lapins qui sont doux et d'autres qui sont agressifs. Et il est plus difficile de travailler avec des lapins agressifs, alors on en garde certains parce qu'ils ont de bonnes caractéristiques physiologiques, mais en général, on sélectionne évidemment ceux qui sont les plus dociles. Et de toute façon, un lapin qui ne supporte pas la présence humaine, qui est très nerveux, etc., on ne peut pas le domestiquer. Donc c'est le critère absolu de la domestication et il a pris ce critère et il a sélectionné des renards en fonction du critère de ce critère-là. Ceux qui supportaient bien la présence de l'homme, la proximité de l'homme, étaient sélectionnés, les autres évidemment étaient rejetés. Et il a remarqué en quelques générations qu'il y avait une transformation physiologique. Donc le renard prenait des teintes claires, donc au début ils ont toutes la même teinte, ce sont des renards sauvages, c'est des renards argentés de Sibérie ou quelque chose dans le genre, vous regarderez, on peut trouver ça sur Wikipédia ou n'importe où, c'est une expérience très connue, il y a eu des films dessus sur Arte, etc. Et on voit que ce renard, qui d'une teinte argentée, sombre, met des taches claires, et il change de physionomie, les oreilles dressées peuvent devenir plus ou moins pendantes. Enfin, je ne sais pas si dans le cas du renard c'est comme ça, mais dans le cas des chiens, on a ce truc. On a un changement du facial, et on a un changement au niveau du comportement. Et donc il a montré que tout ce qui correspond, qui est étonnant quand même, parce que par exemple si on prend les chiens ou les lapins ou les vaches, qui ont aussi des teintes, on voit les vaches, vous connaissez toutes les vaches, le roc était probablement avec un teint uni et assez sombre, pour le camouflage, etc. Une fois qu'il est domestiqué, on voit que tous ces animaux-là prennent des teintes claires, avec des taches, avec des physionomies un peu étranges, comme le chien, enfin c'est assez spectaculaire. Et donc il a montré expérimentalement que
ces animaux, assez rapidement, une fois qu'on sélectionnait ce caractère, on sélectionnait immédiatement, attenant à ce caractère de docilité, étaient sélectionnés de façon concomitante des caractères physiologiques qui sont assez spectaculaires, qui sont ceux de la domestication. Eh bien, on a montré, une recherche récente a montré que c'est exactement la même chose pour l'homme. Alors, quand on sélectionne un caractère de docilité, on a un changement au niveau facial, du développement neuronal. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pourrez regarder, c'est la crête neurale, quand c'est au niveau de développement de l'embryon, etc. On a un développement qui est différent. On sélectionne des gènes qui, en fait, qui font qu'on a des caractères, ce qu'on appelle néotones, c'est-à-dire qu'on reste plus finalement proche de l'embryon qu'un être sauvage. Et on a par exemple un développement facial moindre, avec des caractères moins marqués. On a en général moins de mélanine, puisque donc ce qui explique les teintes claires des lapins, etc. Donc on a au niveau de la pigmentation, on a des différences, et tout cela, c'est dû à un développement au début différent. Et c'est modulé par des gènes qui sont sélectionnés, qu'on trouve, alors je ne vous donne pas les noms des gènes, mais qui sont à peu près les mêmes que chez les animaux domestiques. Ce sont les mêmes qu'on a remarqué qui permettaient qui déterminaient une croissance différente, et ces gènes sont retrouvés chez l'être humain, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'expression entre l'être humain moderne et ses ancêtres Néandertal, etc. On voit que effectivement on a un caractère assez rapidement néotone, et que nous sommes domestiqués physiologiquement. Alors donc, nous sommes déjà, de façon assez ancienne, une espèce domestiquée, et nous sommes probablement domestiqués de plus en plus, et donc l'homme est un animal domestique, qui s'est auto-domestiqué. Pourquoi ? Parce que l'homme est un animal qui, contrairement à Néandertal, etc., est un animal excessivement social, qui a une dynamique, qui vit dans des groupes assez larges, et pour cela, il lui faut s'adapter à cette contrainte, et cette contrainte est de plus en plus forte, donc on s'est encore plus autodomestiqué. Donc là, il y a une évidence physiologique, il y a une évidence, comment dire, une preuve physiologique pour la domestication ancienne. Je sais pas, il faudrait étudier après l'évolution de cette domestication entre les différents groupes, etc. À mon avis, on trouverait des choses. C'est-à-dire que plus on s'approche d'un peuple civilisé, plus la domestication est importante. L'autodomestication est importante. Alors pourquoi c'est important, et quel rapport avec Greta Thunberg? Alors Greta Thunberg, c'est une arnaque évidemment, mais c'est une jeune fille. Bon, moi j'écoute pas ce qu'elle raconte. Je trouve ça un peu pitoyable de mettre. C'est un peu comme les animaux du cirque. On met ça, une jeune fille, dans des assemblées devant des bedonnants cyniques, et on la fait pleurer, et ça amuse tout le monde. Ça ne change évidemment rien, et il y a tout un tas de faux culs soi-disant écologistes, vous savez, ceux qui justement proposent toujours font le chantage à l'Europe, mais qui on attend toujours leur réaction concrète contre les pesticides, et ils se pâment devant cette Greta Thunberg, pendant que évidemment tous les autres rigolent. Et c'est tout le problème de cette approche que je dénonce, et que beaucoup de gens dénoncent, c'est que c'est évidemment, il n'y a pas à parler aux puissants, puisque les puissants ne peuvent absolument rien. Les puissants ne sont puissants que parce que en fait, ils tiennent leur puissance du système. Donc il leur est impossible de le remettre en cause, quel qu'il soit, que ce soit Macron, il est rien sans Rothschild. Macron, c'est une merde, c'est un cocaïnomane de bas étage, et que c'est arrogant, débile, et s'il n'avait pas, c'est un peu ce que dit Todd, vous avez entendu, si vous avez écouté son truc, bon, Todd dit beaucoup de conneries, mais la réalité, c'est que les élites sont vraiment des abrutis aujourd'hui. Pour être une élite, il faut être obéissant, et c'est exactement cela, c'est le problème de la domestication, de l'autodomestication.
Donc les puissants sont les summum de la domestication. Ce sont vraiment des opportunistes, des espèces d'animaux euh, qui, euh, euh, qui sont absolument conscients de leur origine, de d'où vient leur force sociale. Et il n'est pas question pour eux de remettre quoi que ce soit en cause. Ils sont là parce que justement ce sont des opportunistes finis, des péteux qui toute leur vie ont sucé pour arriver là, et ils savent bien que ils n'ont aucun pouvoir sur, ils sont absolument, ils n'ont aucun pouvoir pour changer les choses. Ils n'ont aucun, ils sont là que parce qu'ils sucent et puis c'est tout. Et donc ça n'a aucun sens. On peut interpeller les puissants, il faut pas les interpeller, il faut leur casser la gueule. Et là, c'est autre chose. Donc c'est pas un discours de. Donc cette société ne peut pas être changée. C'est ce que je vais expliquer. C'est un concept puissant, la domestication, et je vais expliquer pourquoi notre société ne peut pas être changée. Alors c'est un problème. C'est ce que je vais aborder maintenant, c'est l'intelligence collective. Et ça aura un gros rapport avec la domestication. Pourquoi notre espèce a connu un succès. Alors, je m'inspire un peu de plusieurs choses, mais c'est quelque chose d'assez intuitif. Il y a plusieurs auteurs qui aujourd'hui mettent en avant cette notion d'intelligence collective. Alors, moi récemment j'ai feuilleté parce que j'ai pas le pognon pour l'acheter, mais le bouquin de Joseph Henrich qui est traduit. Je sais plus, c'est un truc, je me souviens plus du titre, mais c'est justement Joe Henrich. C'est justement un chercheur je crois qu'il est à Yale, qui a parlé qui a écrit en anglais un bouquin sur le succès de notre espèce. Pourquoi et il parle justement de cette intelligence collective. Enfin, ça a été traduit en français par intelligence collective. Je sais pas exactement quel est le terme anglais, mais la notion, je vais l'expliquer. Et ça rejoint pas mal de choses, notamment dans le truc de, je crois que c'est Hariri, Sapiens, etc. Bon, enfin, c'est quelque chose qui est aujourd'hui. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'avec la domestication, parce aujourd'hui on a une preuve, enfin un élément de preuve, mais c'est un thème qui traîne, qui est bien avant Scott, qui est ancien. C'est que les gens, enfin, on a remarqué avec l'archéologie que notre cerveau diminue. Moi, je suis moins intelligent que Cro-Magnon, etc. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à la limite, on pense le contraire. Vu notre avancement technique, on ne peut penser qu'une chose, c'est que nous sommes plus intelligents. On pourrait aussi dire que vu notre supériorité militaire, on pourrait penser que nous sommes plus forts. Or, c'est faux. C'est faux. On l'a vu, on le voit même. Donc, non seulement certaines peuplades sont plus forts physiquement que les hommes civilisés, enfin surtout à l'époque quand il y a 200 ans, 300 ans, quand on arrivait dans des pays, mais bon, aujourd'hui on le voit encore avec les migrants, on voit bien que physiologiquement ils sont quand même en moyenne un peu plus forts que le français moyen, hein, et parce que c'est pas la civilisation qui confère la force, c'est le contraire. Elle confère une faiblesse physique et une faiblesse intellectuelle. Je vais le montrer. Donc, les archéologues ont remarqué qu'en fait notre cerveau a diminué en taille et physiquement on est très très inférieur. Alors on sait par exemple sur les squelettes des Cro-Magnons, mais aussi sur le squelette qu'on trouve aux Amériques. Les premiers Américains, on a trouvé une fille, je crois, dans une grotte qui était tombée. On voit ces implants musculaires, enfin comment les tendons se fixent sur les os et sont énormes. Donc c'est une athlète. Donc les hommes étaient excessivement forts autrefois. Mais c'est normal, ils n'avaient pas de machine, rien du tout. Donc pour vivre, ils se faisaient les muscles. Et n'importe quelle personne qui aujourd'hui vit ou essaie de vivre un peu à la dure sans machine, met des muscles. Moi, j'ai 45 ans et je me suis musclé en arrivant ici. Je suis beaucoup plus costaud qu'il y a 10 ans. Et pourtant, je suis plus vieux. Donc si j'avais fait ça, si j'avais m'étais mis à vivre à la dure à 20 ans, je pense que je serais à 100 kilos et du muscle partout. Donc c'est comme ça, il n'y avait pas le choix. Les gens n'avaient pas d'outils, de machines, ils vivaient pas assis, ils n'avaient pas des chaises partout pour asseoir leur cul, donc ils étaient excessivement forts physiquement, même s'ils n'étaient pas tous très grands, ça sert à rien d'être très grand. Mais ils étaient très forts. Et c'est ce qu'on voit avec Néandertal, qui n'est pas domestiqué, lui, qui a dû utiliser tout son corps pour survivre dans le froid et pour utiliser ses dents pour déchirer des choses, etc. Il avait une mâchoire développée, enfin tout son corps était puissant, beaucoup plus puissant que le nôtre.
Et intellectuellement, il avait un cerveau plus gros aussi. Alors, donc, la civilisation on sait aujourd'hui que probablement nos ancêtres étaient individuellement plus intelligents, et ça on va le développer, et physiquement plus forts. On voit aujourd'hui que la civilisation, par exemple, donne un avantage militaire. Par exemple, les Américains, ils ont clairement une armée très puissante, ils sont capables de détruire Daesh, etc. Mais on voit quand même que c'est plus compliqué que ça, parce que par exemple en Afghanistan, ils n'ont jamais réussi à faire plier les talibans, qui sont en fait les victoires, même Trump a été négocié avec eux. Donc on voit bien que concrètement les talibans, avec un armement moindre, sont meilleurs. Individuellement, si on prend le nombre d'armes, avec un nombre de bonhommes beaucoup plus faible, ils sont plus costauds militairement que les Américains, même s'ils avaient le même nombre de bonhommes. Alors sans parler de l'équipement, si on mettait les militaires américains avec l'équipement des talibans en face des talibans, ils se feraient démolir, quoi. Parce que ce sont des gens qui savent se battre, ils n'ont pas l'aide d'un appui technique d'une société aussi complexe que la nôtre. Donc c'est ça l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire que à partir du moment où on fait des sociétés complexes, on obtient un avantage, mais cet avantage n'est pas dû au génie des individus. Il est dû à un processus qui se fait quand plusieurs individus mettent en commun et organisent leur coopération. Donc c'est le cas par exemple de l'agriculture, où quand on combine différentes techniques, chaque individu possède juste un petit bout de cette technique, il n'a pas besoin d'être très fort physiquement, il n'a pas besoin d'être très intelligent, d'avoir une mémoire très développée, il lui suffit de posséder correctement un petit bout de technique, par exemple un forgeron va savoir forger, un paysan va savoir semer, un autre va savoir fabriquer une charrue, mais concrètement, ils ne savent pas forcément grand-chose, ou très peu de choses, il suffit d'avoir beaucoup de mains, beaucoup de bras, beaucoup de petits bouts de cervelle comme ça, et en combinant le tout de façon assez naturelle, ça s'est combiné par la force des choses, on obtient un corps qui s'auto-organise et qui a une intelligence diffuse, mais qui n'a pas une intelligence individuelle très forte, et encore moins une aptitude physique très forte. Et ça fait au final ce qu'on appelle une intelligence collective. C'est un phénomène émergent, et en fait, c'est le cas de notre civilisation actuelle. C'est-à-dire qu'elle a une intelligence collective, même si ces individus sont pas forcément très intelligents. Et en fait, c'est là tout le paradoxe. C'est plus la société devient complexe, moins on a besoin d'avoir des individus intelligents. On a besoin d'assez peu d'intelligence. Alors il y a toujours besoin d'un peu d'être créatif pour la faire évoluer, mais pas forcément beaucoup. Alors que dans un cadre par exemple, un homme préhistorique qui est confronté à un environnement vraiment brutal, difficile, changeant, avec un climat qui change très vite, qui est obligé de se déplacer parce que les animaux se déplacent, etc., qui est obligé chaque soir de faire du feu, chaque soir de fabriquer rapidement un abri, etc., ça demande des compétences techniques et intellectuelles très très fortes. Et donc, on a même du mal à s'imaginer comment ils faisaient. Quand on essaie concrètement de faire la même chose, on est assez impressionné. Et on peut pas se dire, tiens, ils étaient nombreux, ils arrivaient à se débrouiller. Non, ils étaient peu nombreux, et il fallait que chaque individu maîtrise beaucoup de choses. Donc c'est même assez impressionnant. Et par exemple, quand on réfléchit comment ces êtres humains ont pu, par exemple, peindre ce qu'ils ont peint, sachant que c'était des grottes profondes, qui n'avaient pas de lampe électrique, qui devaient aller pénétrer très loin dans ces grottes, qui devaient faire à manger tous les jours, alors qu'ils étaient peu nombreux, donc ils n'avaient pas une cantine commune pour les nourrir pendant qu'ils peignaient, qu'ils arrivaient à trouver des pigments, à les fabriquer, parfois à graver des choses assez complexes comme des calendriers, etc.
et chaque individu devait à la fois faire se chauffer, fabriquer ses vêtements, enfin c'est un peu assez extraordinaire. Donc on imagine la compétence technique de ces êtres-là par rapport à nous qui n'avons juste qu'à faire une activité assez simple pour gagner de l'argent et pour aller acheter des vêtements, aller acheter de la bouffe, etc. et profiter de cette organisation que personne ne comprend vraiment, qui s'est auto-assemblée et où tout le monde profite finalement sans comprendre vraiment comment ça se passe de cette organisation. Donc il y a une intelligence collective, et à mesure qu'elle devient de plus en plus collective, finalement, l'intelligence individuelle diminue, et c'est exactement ce qu'on voit dans la domestication. Et ce qui est important de comprendre, c'est que pour que cette intelligence collective fonctionne, il faut que les êtres deviennent de plus en plus bêtes. Parce que l'intelligence collective ne peut grandir que si l'intelligence individuelle diminue. Il faut, pour que les individus acceptent ces conditions, il ne faut pas qu'ils cherchent, il n'est pas question qu'ils se posent de questions, il n'est pas question quand on est ingénieur de remettre en cause tel ou tel pan de la physique, tel ou tel, il est question d'appliquer les recettes et d'en accumuler le plus possible et d'appliquer cela correctement et d'obéir, voilà. Et donc il y a le problème de l'obéissance qui est fondamental. Et ça explique la bêtise actuelle des gens et des élites, c'est que on est sélectionné non pas en fonction de son intelligence individuelle, parce que celle-là n'est pas n'est pas le phénomène important pour pouvoir créer une intelligence collective. C'est pas l'intelligence individuelle, c'est de s'adapter au processus pour pouvoir pour qu'il fonctionne bien. Et donc il faut être obéissant. C'est ce que dit Ted Kaczynski. Dans une société industrielle, il faut que les gens soient obéissants, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc il faut nécessairement que tout un pan de l'intelligence qui est lié, humaine, qui est liée à l'inventivité, à la nécessité de créer en permanence, de s'adapter à un environnement changeant rapidement, de trouver des solutions nouvelles et d'être créatif. Là, il n'est pas question que le balayeur soit créatif, que le conducteur de métro soit créatif. Il faut que son cerveau soit adapté exactement à sa fonction qui est très limitée. Donc, il faut qu'il y ait des êtres obéissants, des êtres avec des personnalités assez faibles et qui soient adaptés justement à cette intelligence, à ce système collectif de pseudo-intelligence collective. Et donc ça explique pourquoi l'intelligence diminue nécessairement dans une société où il y a une intelligence collective. Alors, quand on a compris ça, on comprend tout le problème de notre civilisation. On comprend tout et on comprend comment on en est arrivé là. Les groupes qui ont adopté cette intelligence collective, ce sont les groupes de la civilisation, ce sont les civilisations agricoles qui ont envahi tout le monde, qui par la force des choses, par les épidémies aussi qu'ils ont véhiculées, etc., du fait qu'ils étaient nombreux, par leur puissance militaire, par la puissance de stocker des choses, et ils ont dispersé leurs gènes, et aujourd'hui, on est donc dans une situation où on a une société excessivement complexe, avec des individus comme nous tous, qui sommes assez faibles physiquement, qui sommes intellectuellement assez limités, et on aura le plus grand mal à remettre en cause cette société, parce qu'on en est complètement dépendant physiquement, on est domestiqué, on n'est plus aussi fort que nos ancêtres, on n'est plus aussi créatif qu'eux, on l'est de moins en moins, et donc on comprend pourquoi cette société, en fait, ne va pas pouvoir s'amender, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle peut pas s'adapter à tous les problèmes qu'elle a créés. Elle ne peut plus se changer. Elle n'a pas les moyens de se changer parce que justement, elle est fondée sur une intelligence collective et pas sur une intelligence individuelle. L'intelligence collective, c'est le contraire de l'intelligence individuelle. Il n'y a pas d'intelligence collective. C'est un faux terme. Il n'y a aucune intelligence collective. L'intelligence, c'est un phénomène réflexif. C'est quelque chose qui regarde son environnement immédiat et qui le change. Là, c'est juste des procédés et qui évoluent très lentement et il n'y a aucune intelligence collective. Donc la civilisation n'est pas un phénomène intelligent. C'est pas quelque chose qui est capable de se réformer en regardant, il n'y a pas de conscience, il n'y a aucune conscience collective, il y a zéro conscience collective. Et donc,
tous les phénomènes sociaux, donc tous les gens qui sont en train de dire il faut changer socialement, il faut changer politiquement la société pour qu'elle s'adapte, pour qu'elle arrive à prendre en compte le problème écologique, c'est un mensonge, c'est une illusion. Une société qui est fondée qui s'organise et qui n'existe que parce qu'il y a une intelligence collective, c'est-à-dire un processus collectif où personne, qui n'est pas réflexif, ou que personne ne maîtrise, elle est incapable de se réformer, elle n'est pas réflexive, elle ne comprend, personne ne peut prendre la décision de quoi que ce soit dedans, personne n'a de possibilité d'action. Donc c'est absolument absurde. Donc quand Greta Thunberg, c'est une adolescente, c'est une gamine, est désespérée parce que personne ne fait rien, mais personne ne peut rien faire. Personne, et elle-même, elle ne fait rien. Elle est là, elle se plaint, mais elle va acheter des trucs dans le commerce, elle peut rien faire d'autre. Donc la seule chose à vouloir, c'est le difficile choix d'accepter l'effondrement de cette société et d'essayer de le hâter, ce qui est effectivement très douloureux. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Donc cette société va s'effondrer, parce qu'elle n'est pas réflexive, parce qu'elle n'a pas les moyens de se changer, parce qu'elle est fondée sur... elle s'est créée sur l'extinction de l'intelligence individuelle. Sur l'extinction de l'intelligence individuelle, c'est en fait l'individu, le véritable, à mon avis, une des définitions d'intelligence, c'est qu'on puisse faire des choix conscients. Et aujourd'hui, notre société ne laisse pas aux individus la possibilité de faire des choix conscients. Et c'est ça la pire arnaque de tous ces socialisants écologistes, c'est que ils veulent tuer l'individu encore plus, ils en ont peur, et donc ils veulent tuer l'intelligence, ils veulent tuer toute initiative personnelle, et ils pensent que la société dans son ensemble va prendre des décisions, mais la société dans son ensemble, elle ne prend aucune décision. Ce qui prend la décision, ce sont les opportunistes macroniens qui utilisent les mouvements de foule, les mouvements qui sentent les choses et qui surfent justement sur ces phénomènes collectifs. Mais l'individu n'a aucun pouvoir, n'a aucun choix là-dedans. Et donc la seule solution, c'est évidemment l'effondrement de cette société et passer à autre chose. Alors le seul problème, c'est qu'est-ce qui va se passer quand cette société va s'effondrer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est là où Greta Thunberg, c'est une connerie phénoménale, parce que de faire la leçon aux gens, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert qu'à une chose. Alors moi, je fais des vidéos, c'est pas pour faire la leçon aux gens. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Moi, ce que je dis, c'est, j'essaie de trouver des gens qui ont un peu la même chose, la même mentalité, et c'est essayer d'établir une communication avec ces gens-là. Après, les autres, j'en ai rien à foutre. C'est pas, je les vois comme des gens qui sont plutôt des gens qui vont essayer de nous faire du mal. Donc c'est plutôt comprendre d'où ils sont, et ce que ce que je pense, et ce que je vais vous expliquer, c'est que ce qui va se passer très bientôt, et c'est ce qu'on voit dans les réactions par rapport au discours écologiste, etc., c'est que les écologistes qui parlent, ils vont se faire casser la gueule. Ce seront les nouveaux boucs émissaires, parce que le système ne pouvant pas se réformer, les gens ne pouvant rien faire concrètement, ils ne comprennent pas. Les gens sont formatés pour suivre ce système. Pour eux, il n'y a pas d'autre issue. Toute leur vie, ils ont accepté cette façon de... ils ont sacrifié toute leur individualité pour suivre, pour trouver une place dans ce processus d'intelligence collective, enfin de processus de stupidité collective et de cet assemblage. Et ils sont paniqués à l'idée que ça pourrait s'effondrer. Ils sont paniqués, et donc pour eux, toute personne, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que toute personne qui met le doigt dessus, ce sont des enculés pour eux. Parce que ce sont des gens qui, au lieu de se battre pour continuer à faire vivre le système, sont en train de débaucher des gens, ou disons, de mettre le doute. Et pour eux, ce sont les responsables. Ce sont eux les responsables. Donc, évidemment, tous les gens qui font la morale, ils vont se faire, à un moment quand ça va devenir chaud, ils vont se faire déglinguer, il va y avoir une... De toute façon, vous voyez bien que la société devient de plus en plus violente. Il y a une violence qui monte, et cette violence va forcément... c'est le principe de Cassandre, on va tuer Cassandre, donc il va y avoir
une espèce de... Il va falloir que les gens se trouvent des boucs émissaires pour essayer pour renforcer leurs liens entre eux, et de toute façon, ça va être un combat comme ça. Et pour eux, je pense que les écologistes vont être le bouc émissaire euh, dans l'avenir. Et donc, si vous essayez de faire la morale aux gens, essayez de les convaincre, de changer de société, dire que c'est mal de brûler du pétrole, etc., vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire déglinguer. Et c'est pour cela pour moi, il n'y a pas d'autre issue que de se regrouper entre gens qui sont vraiment convaincus. Et surtout pas essayer d'aller prêcher comme Greta Thunberg et d'aller pleurer devant eux et de les supplier. Ces gens-là, c'est pas notre problème. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, ils vont essayer de nous faire du mal à un moment. Et il faudra se défendre, c'est tout. Il faudra se défendre, mais on se défend sans haine. On se défend intelligemment, comme les talibans contre les Américains, c'est-à-dire on négocie, on joue les rivalités entre ennemis. Je vais faire une vidéo sur la stratégie. Mais c'est évidemment comme ça qu'il faut agir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune haine, il y a juste la volonté de survivre et de négocier, et puis quand on nous fait du mal, ben on se défend, c'est tout, mais on se défend intelligemment, avec ruse, et jamais, ben moi je pense qu'il faut tout faire par derrière, face à des gens qui sont lâches, et les gens qui sont civilisés sont des gens lâches. Comme j'ai expliqué, ce sont des gens qui n'ont qui ne tiennent que par un système. Face aux Américains, c'est évident que les Indiens d'Amérique ne devaient surtout pas attaquer au plein jour, etc. C'est pas possible. Il faut attaquer par derrière, il faut saboter, etc. C'est la seule façon de pouvoir agir face à des gens qui sont éminemment lâches et qui attaquent qu'en groupe sur le plus faible. C'est ce que font les gens civilisés. Donc voilà, mon avis. L'avenir, c'est celui-là, et c'est pour ça qu'il faut se regrouper entre gens motivés, et il ne faut pas faire la morale, il faut faire notre petit truc entre nous, et retrouver cette intelligence individuelle en essayant de se débarrasser de tout ce qui nous a été conditionné. Moi, je pense que nous avons toujours une grosse part d'intelligence en nous, mais cette intelligence ne s'exprime pas, et on peut retrouver, on a les ressources pour arriver à s'en sortir sans industrie, sans etc. Moi, j'essaie tous les jours à mon niveau de trouver des solutions manuelles, etc. Et je pense que je m'améliore avec le temps. Et bon, je commence à vieillir, j'aurais fait plus ça, mais je pense qu'il y aura une nouvelle génération qui peut penser différemment, qui s'en sortira. Et je pense qu'on peut devenir féroce, c'est-à-dire, de même que nous avons été civilisés assez rapidement, on peut, je pense, moi je suis assez impressionné par le ressort qu'on a comme intelligence, parce que euh, je constate que on trouve facilement des solutions, en fait, et que plus on apprend à penser en dehors à se débrouiller, plus on devient inventif. Et je pense que l'être humain, c'est une machine à inventer. Et on était des machines à inventer, parce qu'on était dans un environnement difficile, et il fallait s'en sortir sans arrêt en inventant des choses absolument à partir de matériaux qu'on avait autour de nous. Il n'y avait pas il n'y avait pas de standardisation industrielle autrefois, il n'y avait pas d'outils standardisés, il fallait que les êtres humains inventent tous leurs outils, et ça demandait d'observer son environnement, etc. Et je pense qu'on a la ressource pour ça. Il faudrait que je fasse une vidéo sur le rôle écologique de l'être humain. Je pense que c'est notre avenir. Je ne sais pas si j'en avais déjà un peu parlé dans notre vidéo, mais voilà. Donc, nous sommes des animaux domestiqués. Euh, Nous vivons dans une société où ça a été poussé à l'extrême, c'est-à-dire dans ce principe d'intelligence collective, c'est-à-dire un processus où l'intelligence individuelle a été sabotée, enfin pas été sabotée, mais a été détruite petit à petit pour permettre à un système complexe, mais ça n'est pas l'avenir de l'humanité. C'est une voie de garage, c'est quelque chose qui s'est fait et qui aujourd'hui tape contre un mur, et selon moi, l'intelligence collective n'a pas d'avenir, et voilà. Donc, il y a un dernier point que je voudrais peut-être, là, ça me revient à l'idée, c'est l'histoire des religions. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question là-dessus.
Je vais peut-être en parler rapidement, là, parce que tant que j'ai ça à la tête, ça a un gros rapport. Si vous avez lu le bouquin d'Hariri, à la fin, il dit que la puissance de l'être humain, c'est justement la croyance religieuse. Et c'est fort, puisque par exemple, si vous réfléchissez à la croyance en l'argent, c'est impressionnant que tout le monde croit en l'argent aujourd'hui. Vous avez du papier, alors ça va pas de soi, il faut bien s'apercevoir que pour les, je sais pas, les premiers hommes qui ont vu du papier circuler, ça a dû être difficile. On a cru longtemps en l'or, il a fallu imposer le papier, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les sociétés occidentales, il y a une très forte croyance de masse pour ce genre de symboles. Et Harry explique qu'en fait, on croit en l'État, par exemple. La plupart des gens croient en l'État. Il y a l'État, ils appellent l'État, ils savent pas trop ce que c'est, mais ils disent il y a l'État, moi j'attends l'État, etc. Et ils disent c'est en fait un schéma mental que les hommes ont et qui donne leur puissance, qui leur permet de s'organiser, parce qu'il y a une confiance commune qui fait que on marche comme ça. On croit en l'argent, donc l'argent fonctionne, c'est un peu comme l'intelligence collective, c'est un processus collectif qui fait que tout fonctionne, parce que les gens y croient. Ils croient tous que un bout de papier avec marqué 5 euros, ça vaut vraiment 5 euros, ça fonctionne. Et ils croient que quand qu'il y a un État qui fonctionne, donc qu'ils ne remettent pas en cause en permanence, etc. Et donc on a ce phénomène de croyance. Et c'est lié aussi à la croyance en Dieu, par exemple. Ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a des croyances religieuses assez fortes qui font que les êtres humains s'entretuent pas, etc. Et ça fait que les sociétés fonctionnent. Donc, et lui, il est fasciné par ça. Et en fait, à mon avis, ça, c'est pas du tout intrinsèque à l'être humain. C'est intrinsèque à l'être humain domestiqué récent. Et on constate que les religions ont évolué. Euh, les premières religions, c'était pas des religions monothéistes avec un grand Dieu. Et si on regarde les représentations, alors ça c'est très très intéressant, les représentations religieuses, on ne trouve pas d'être humain, ou très très peu, dans tout ce qui est représentation graphique, et ça remonte à loin, hein, c'est bien avant la civilisation les premières, c'est 30-40 000 ans, il n'y a pas de traces d'êtres humains, à part des bonnes femmes bien grassouillettes, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. Très peu. Et il y a énormément d'animaux. Donc, et on sait que les peuples, ce qu'on appelle primitifs, souvent sont des animistes, c'est-à-dire qu'ils sont fascinés par la nature et ce qui les entoure, et c'est ce qu'ils représentent, c'est leur relation avec l'extérieur. Et il y a un shift qui se passe au tout début de la civilisation, quand l'homme commence à construire des temples, et on le voit notamment à Göbekli Tepe, où les premiers, ce sont des chasseurs-cueilleurs encore, mais ils commencent à avoir une activité sociale très forte et probablement à se sédentariser. Et donc à avoir une société qui se construit, et c'est là qu'est née l'agriculture, c'est à cet endroit-là. Et que se passe-t-il? Eh bien, d'abord, ils représentent des animaux, beaucoup d'animaux, puis tout d'un coup, on voit apparaître des hommes, des figures totémiques humaines. Et c'est la naissance du monothéisme et de Dieu. C'est-à-dire qu'on commence à se représenter en tant que groupe. Et on commence à croire en son groupe. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'homme transmet la structure de groupe par la religion et par la croyance. C'est-à-dire qu'on y croit en groupe, on croit au groupe. Et les hommes ont peur d'être seuls, ils ont peur d'être isolés du groupe. Et après, ils croient de groupes de plus en plus puissants. Et ces groupes et cette croyance en groupe se transmet par des monuments. Et c'est d'où la puissance des monuments en pierre érigés partout, que ce soit les qui sont caractéristiques des civilisations modernes, des civilisations dès le début, puisqu'en Égypte on a les pyramides. Et plus les groupes grandissent, plus ils transmettent cette puissance du groupe et cette foi dans le groupe et le fait qu'on est impressionné tout petit, on imprime tous cette puissance, notamment par les monuments architecturaux. Si vous regardez par exemple les villes, les cathédrales, etc., pourquoi ce sont des symboles aussi forts? C'est parce qu'ils impriment et ils démontrent la puissance du groupe. Parce qu'ils démontrent que le groupe, assemblé, par la combinaison de tous les individus, est beaucoup plus fort que les individus eux-mêmes, par ces monuments. Et c'est devenu la croyance monothéiste, c'est-à-dire qu'on commence à représenter la puissance du groupe par un dieu finalement finalement qui devient, au lieu d'être une espèce de nature avec des visages complexes, avec des phénomènes, des représentations compliquées, avec une histoire complexe, on a un espèce de totem tout puissant, le dieu unique, le dieu machin,
qui, en fait, a même un dieu qui fait peur, et qui est vraiment l'image du roi, donc celui qui détermine, qui organise le groupe. Donc ça, cette structure mentale, elle est récente. C'est quelque chose qui s'est constitué, c'est pas constitutif de l'homme, c'est constitutif d'un certain type de civilisation, du monothéisme. Et d'ailleurs, on voit qu'encore aujourd'hui, il existe des hommes qui sont à peu près intellectuellement au moins aussi bons, enfin aussi développés que nous, et qui ne croient pas, qui n'ont pas cette structure religieuse. Et si on regardait probablement mentalement, on verrait qu'ils ont des différences au niveau de l'acceptation, et c'est pas forcément que culturel. Donc voilà l'importance du religieux, mais à mon avis, ça n'est pas constitutif de l'être humain, et on doit arriver, si on veut s'en sortir, justement à rendre les êtres humains autonomes, et être capable de ne plus vivre dans ce schéma-là, parce que ce schéma-là ne mène nulle part. Et c'est le problème. Et donc il faut le détruire. Et on ne peut le détruire qu'en reconstituant des petites sociétés qui soient capables, c'est-à-dire en faisant grandir à nouveau la création, c'est-à-dire le seul moyen de réagir à un environnement changeant, c'est redonner le pouvoir à la création individuelle. Il n'y a pas de création collective intelligente. Et c'est de revenir à des petits groupes, de revenir à une intelligence, c'est-à-dire réflexion, et la réflexion, elle ne peut pas se faire par un phénomène émergent collectif, c'est pas possible. Il faut nécessairement qu'on revienne à l'individualité, à des petits groupes, à une réflexion. Et voilà, donc c'est ça l'idée, et c'est pour ça qu'il va falloir se scinder de ce groupe-là si on veut survivre en tant que, pas forcément individuellement, mais en tant qu'être humain. On peut pas, ces sociétés collectives va s'effondrer gravement, elle s'effondre déjà, on voit bien qu'elle est en train qu'elle est en train de s'effondrer, elle condamne des groupes à la disparition, même des groupes qui se croient riches, c'est tout l'histoire de, bon, actuellement, les Occidentaux ne font plus d'enfants, etc. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac pour nous tous, et individuellement on le sent bien. Et donc, la seule façon de s'en sortir, c'est de revenir à une communauté plus petite, plus réflexive, capable justement d'évoluer vers autre chose. Et cette autre chose, bah, j'ai toujours pensé le définir dans une vidéo, je pense que je me ferai sur voilà, que faire concrètement pour s'en sortir, même si je l'ai déjà un peu abordé sur le truc agricole, etc. Donc voilà, je vais pas être plus long, j'ai déjà été très long. Voilà, à plus.